Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière journée de conférence sur la maintenance, avec une matinée, donc il n'y a pas de conférence cet après-midi, hein, voilà, juste ce matin. En fin de matinée, on abordera la question du recrutement et de l'emploi dans la maintenance industrielle. Mais pour commencer, je laisse la place à Daniel Mazière, donc responsable du Système France, sur la technologie des ultrasons. Vous montrez qu'il s'agit d'une technologie, d'une bonne alternative à d'autres technologies de contrôle non destructif pour analyser, prédire, je dirais, prévoir les pannes, les pannes et les défaillances sur les installations industrielles, bien sûr. À toi. Merci Olivier, merci à l'AFIM, merci à vous. Donc le sujet de la présentation d'aujourd'hui, comme vous le voyez, essayer d'anticiper les défaillances grâce à la technologie des ultrasons. La société donc, pour laquelle je travaille et qui fabrique ce matériel s'appelle UE Systems et je suis responsable du marché français donc, francophone. Le plan de la présentation que nous allons voir ensemble, je vais vous dire deux mots de qui nous sommes, pourquoi les ultrasons, pourquoi on peut utiliser les ultrasons en maintenance, quel est l'intérêt, quels sont les intérêts d'utiliser les ultrasons en maintenance. Ensuite, on va parler d'applications pour se focaliser sur l'une d'entre elles. En 3/4 d'heure, je ne peux pas toutes les traiter. Je vais vous donner des exemples. Et enfin, comment on peut, quel type de solution donc on propose pour cette application-là aux différentes installations industrielles. Donc UE Systems, c'est une société qui a 46 ans maintenant, donc qui existe depuis 1973 aux US et en Europe, donc avec une présence mondiale, qui ne développe, conçoit, fabrique et commercialise que des solutions de maintenance prévisionnelle. Je me mets au goût du jour en termes de terminologie. Avant, on parlait de maintenance prédictive et de maintenance conditionnelle, donc tout ça, c'est un petit peu mis sous l'égide de maintenance prévisionnelle, uniquement avec la technologie des ultrasons. On ne développe que des systèmes à ultrasons que pour ces applications-là. On ne sait pas faire autre chose. Nos solutions sont composées de 3 parties. Il y a 3 composantes donc, à ces solutions. Il y a une partie matérielle. Sans matériel, on ne peut pas faire grand-chose. Une partie formation sur site. Monsieur l'industriel, vous avez une installation, vous avez un équipement, vous avez un travail à faire. On vient vous former sur site pour vos applications, pour vos installations. Et ça, on le complète de plus en plus par un accompagnement sur site qui va dépendre de la taille de l'installation, qui va dépendre des applications, sur une année ou deux, donc suite à la première phase d'implémentation. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quelles applications on adresse et d'abord quelle typologie d'industrie. J'en ai fait une petite liste là, elle pourrait s'allonger. Il y a à peu près tous les domaines industriels qui peuvent mettre en œuvre cette technologie et vous allez voir pourquoi. Parce que les applications que l'on met en œuvre donc ici sont ici et je les ai volontairement dissociées en 2 familles, en 2 grandes familles d'activités. Une première famille de réduction des pertes énergétiques et une deuxième famille de maintenance conditionnelle, prévisionnelle, prédictive. Il faut faire attention à la terminologie française. Quand on parle de maintenance prédictive, ça fonctionne bien en anglais. On ne prédit pas l'avenir. Pour ce qui est de la partie réduction des pertes énergétiques ou amélioration process, on va s'attaquer à tout ce qui est fuite. Fuite externe, fuite interne. Il n'y a pas une industrie où on n'a pas un réseau d'air comprimé, un réseau de gaz, un réseau de vapeur qui malheureusement, il faut être réaliste, vit ce réseau et présente toujours des fuites, donc des pertes énergétiques, donc des pertes financières et des problématiques process. Tout ça, on va pouvoir l'adresser en termes de fuite externe, c'est-à-dire j'ai un système sous pression et j'ai ce fameux gaz, cette fameuse substance qui s'échappe de mon système sous pression, quel que soit le système. Ça va s'appliquer également pour les industries qui ont du vide à la détection de fuites de vide, qui ne sont pas si faciles que ça à détecter quand elles existent, et encore moins à localiser. Et enfin, à des contenants fermés du type échangeur de chaleur, du type chaudière, du type cuve, du type tout contenant qui doit être étanche. Quand on parle de fuite interne, typiquement, le schéma qui parle bien, l'application qui parle bien, c'est j'ai une canalisation sur laquelle je mets une vanne, je ferme cette vanne. Est-ce qu'en aval de cette vanne, j'ai une vanne fermée, étanche, ou est-ce que malheureusement j'ai une vanne passante, voire pas actionnée du tout? En tout cas, est-ce que j'ai un flux ou pas en aval de cette vanne? Et ça s'applique aux purgeurs de vapeur pour les industries qui ont de la vapeur, qui sont de grosses sources de pertes et donc de grosses sources de gains ici. Ce que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui concerne donc la maintenance conditionnelle prévisionnelle et surtout la partie machine tournante. Mais avant de vous parler des machines tournantes, je vais vous parler d'une autre
typologie d'installation qui génèrent des ultrasons quand elles présentent un défaut. Il s'agit des installations électriques et surtout des installations électriques à haute tension. Ça ne veut pas dire que les installations électriques à basse tension ne génèrent pas d'ultrasons, mais il y a deux caractéristiques avant d'aller dans la haute tension. Je vais vous parler un petit peu de la basse et de la moyenne tension. Il y a deux différences pour les basses et moyennes tensions. La première, c'est qu'à basse et moyenne tension, on peut ouvrir les coffrets électriques, chose qui n'est pas le cas à haute tension. Et la deuxième, c'est que le même défaut, il est quand même plus grave et plus destructif à haute tension plutôt qu'à basse tension ou à moyenne tension. Donc, on s'attaque d'abord à ça. Par contre, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si on arrive à détecter des problématiques d'effet Corona, de décharge partielle, alors je ne les ai pas listés là, ce n'est pas l'objet, je ne veux pas creuser ce sujet-là. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Mais si on arrive à le faire à haute tension, on peut le faire à basse tension. Et tout ça, ça va s'adresser donc à tout ce qui est transport de puissance électrique, transformation et même utilisation pour la partie disjoncteur. Ce sur quoi je vais me focaliser un peu plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur la partie diagnostic de machines tournantes avec cette technologie des ultrasons, avec une approche pour nos solutions qui est double. Alors, quand on parle de machines tournantes, avant de rentrer dans l'approche, quand on parle de machines tournantes, j'ai presque envie de dire que tout ce qui tourne dans l'industrie et qui met en rotation deux éléments mécaniques est pour nous une machine tournante. Alors bien sûr, on va s'attaquer au moteur, au palier, au réducteur, au roulement, aux pompes, avec la cavitation en plus, au convoyeur, à tout ce qui tourne dans l'industrie. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui tournent, avec une approche qui est double. La première, il va s'agir de pouvoir faire avec un appareil portatif comme ça, de ce type-là, un diagnostic in situ. C'est-à-dire qu'avec un minimum de formation quand même, c'est assez intuitif, mais il y a un minimum de formation, c'est d'arriver sur un équipement donné, de connecter un casque d'écoute à cet appareil, de plugger un capteur comme ça sur un palier et de pouvoir dire, comme ça, rien qu'à l'écoute et avec une mesure ici, si ce palier est fonctionnel, bien portant si je peux dire, s'il est vraiment défaillant, ou si entre les deux, bon, on sent certaines choses. Ça, c'est la première approche de diagnostic in situ. Quand on sait faire ça, une fois qu'on sait faire ça, le but de cette affaire, c'est de faire du préventif, d'essayer d'anticiper au plus possible les défaillances. Tout ce qu'on va détecter, tout ce qu'on va mesurer avec ce type de capteur, ce type de matériel, on va pouvoir l'enregistrer et faire du trend, faire du suivi dans le temps pour voir comment tout ça, ça évolue, pour voir si ça atteint des niveaux d'alarme. On va parler de maintenance conditionnelle. Et pour voir comment ça évolue, avec un petit peu d'intelligence artificielle sur notre dernier système que je vous présenterai en fin de présentation, qui permet de dire, attention, là j'ai un trend qui est en train de se mettre en place, je n'ai pas encore atteint un niveau d'alarme, mais je suis en train de changer de mode. Et ça, c'est la maintenance de demain. Hein. Si vous êtes sur le salon, là, on ne parle que de ça, quel que soit le sujet ou le domaine d'application, c'est le sujet. Il y a une composante supplémentaire à ceci, c'est qu'en faisant ça, on va aussi gérer le graissage. Je vais vous présenter un petit peu les solutions qu'on a pour ça. Pourquoi on a mis en place, on a rajouté cette composante? Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, quand une stratégie de graissage existe, et à peu près quel que soit le domaine industriel de ce qu'on a vu là, cette stratégie de graissage, elle est basée sur deux caractéristiques. C'est je graisse, je ne sais pas si c'est le bon timing, j'ai certes un planning de graissage qui a le mérite d'exister, c'est très bien d'avoir ça, mais je ne sais pas si c'est le bon moment, je ne sais même pas si ce palier en a besoin, et en termes de quantité, j'en sais encore moins, et c'est souvent je graisse jusqu'à ce que j'en mette partout. Et là, malheureusement, je crée plus de problèmes qu'autre chose. Tout ça, on va savoir le faire donc, dans la partie inspection mécanique. Mon pointeur ne fonctionne pas sur l'écran, je m'en excuse. Tout ça, on va savoir le faire de façon manuelle, et on va aussi savoir le faire de façon complètement automatique, c'est-à-dire qu'on a un système avec des capteurs fixes comme ça, qui vont être plugués sur les équipements en question, que l'on va paramétrer avec un logiciel dédié qui fonctionne d'ailleurs avec ce matériel-là également, et qui va faire tout ceci de façon autonome et automatique. Ça sera pour la fin de la présentation. Cette partie automatique, cette partie surveillance permanente, elle s'applique aussi, mais je ne vais pas creuser ça, elle s'applique aussi pour la partie électrique, maintenance des systèmes électriques, et maintenance des systèmes de canalisation, de vannes et de purgeurs. Mais on va s'attaquer surtout aux machines tournantes aujourd'hui. Donc, inspection de machines tournantes. Avant d'aller plus loin, je veux planter le décor et faire un petit rappel sur les différents types de maintenance. Vous avez tous entendu parler de maintenance corrective, de maintenance préventive. La maintenance corrective, qui était soi-disant la maintenance d'hier, il ne faut pas se faire d'illusions, on en fait toujours dans l'industrie. Tout le monde veut faire de la maintenance conditionnelle, de la maintenance prévisionnelle. Moi, je suis très vigilant quand on me dit « je ne fais plus de correctif ». Si vous creusez un peu, tout le monde a des
arrêts équipements, tout le monde fait du palliatif, je fais une réparation temporaire, tout le monde fait du correctif. Le but de l'affaire, c'est d'en faire le moins possible et de faire donc soit du systématique, je vidange tous les 5000 km, c'est mieux que le correctif, c'est quand même pas optimal, soit du conditionnel, c'est-à-dire que manuellement, je viens acquérir une donnée, je suis en alarme ou pas, si je ne suis pas en alarme, je ne touche à rien, si je suis en alarme, je fais une action, ça c'est quand même pas mal optimal. Et enfin, le prévisionnel qui est vraiment la maintenance de demain, c'est que j'ai un système autonome qui me fait de la surveillance permanente, qui est capable de me prévoir, on va dire, une évolution des trends en fonction des données qu'il récolte et de m'alerter avant. Le but de cette affaire, c'est de faire le moins possible de maintenance corrective avant qu'il se passe quelque chose. Donc, si on place, comment se place la technologie des ultrasons dans cette affaire pour la partie machine tournante? La chance que l'on a avec notre grandeur physique, c'est-à-dire le signal ultrasonore que l'on détecte, c'est qu'il faut très peu d'énergie pour le produire. Et comme il faut très peu d'énergie pour le produire, ce signal-là existe même avant d'avoir un palier ou un roulement défaillant. S'il existe tôt, ce signal-là, si cette grandeur physique-là existe tôt, j'ai tout le loisir de la mesurer, de l'enregistrer quand tout va bien et de la voir évoluer. Et d'en collecter la première des évolutions, la première des dérives, pour faire de la maintenance proactive et pour notamment gérer le graissage. La première cause origine de défaillance sur un palier, avant même de changer le palier, de dire j'ai une défaillance sur telle bague, blablabla, il se passe ça, ça et ça, c'est qu'est-ce qu'il en est du graissage? Est-ce que mon palier est graissé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Si oui, est-ce qu'il l'est correctement? Sinon, quand est-ce que je dois le graisser? Quelle quantité de graisse je dois lui administrer pour le faire revenir à son niveau nominal? On est dans la phase de la maintenance proactive. Au plus tôt j'interviens, au plus tôt j'ai cette information, et c'est ça le nerf de la guerre et l'intérêt de l'ultrason, au plus loin je suis de ce fameux point rouge qui est la casse de mon fameux palier que je veux éviter. Je fais une petite parenthèse. Je vous disais en début de présentation, UE System à la base est une société américaine. Ça fait 46 ans qu'on fait ça là-bas, qu'ils font ça là-bas, qu'il n'y a pas ou très peu de sites industriels, on va dire, qui ne mettent pas en œuvre cette technologie dans la partie maintenance prévisionnelle. En Europe et en France, et on y inclut l'Afrique, je m'occupe aussi de l'Afrique, quand on présente ce genre de technologie, j'ai souvent comme retour, c'est une nouvelle technologie. Oui, le matériel a évolué, oui, il fait beaucoup de choses tout seul jusqu'à faire à être complètement autonome pour faire de la surveillance permanente. Pourquoi les Américains font ça depuis longtemps là-bas? Alors certes, avec des systèmes qui n'étaient pas aussi évolués que ça. Leur but, c'est d'éviter ce fameux point rouge. Et ce point rouge, qu'est-ce que c'est pour eux? C'est la ligne de production arrêtée, c'est mes bouteilles de coca qui ne sortent pas, je ne sais pas, peu importe ce que je fabrique. Ce qui coûte cher à l'usine, c'est ça. C'est assez difficile, je fais une parenthèse un petit peu managériale, générale et financière, c'est assez difficile pour les services de maintenance, si vous êtes en maintenance ici, de justifier un investissement ou de justifier une action. Pourquoi? Parce que c'est un mal nécessaire, mais quelque part, aux yeux du financier ou du manager de la société, ce n'est pas quelque chose qui rapporte directement. Hein, ce n'est pas une production avec tel volume de production. Non. Par contre, si on est capable de mesurer le downtime équipement, comme ils disent, le temps d'arrêt, les périodicités d'arrêt, ce que ça me coûte en termes de produit qui n'est pas sorti, en termes d'immobilisation, enfin, il y a des savants financiers qui savent calculer tout ça. Oui, la maintenance peut être vue comme un centre de profit. Et le nerf de cette guerre-là, c'est celui-là. C'est assez difficile à justifier, mais le but de cette affaire, c'est ceci. Donc, le principe de nos mesures, il est le suivant. C'est que, c'est pas indiqué sur tout l'écran, mais bon, je l'ai indiqué en rouge et surligné. Toute mise en rotation d'une machine tournante produit une friction mécanique qui génère un signal ultrasonore. Quand je fais ça avec mes doigts, je crée assez d'énergie, je ne peux pas le faire là, je n'ai pas tout là, mais je crée assez d'énergie pour générer un signal. Vous imaginez que quand je mets en rotation un palier, un roulement, un réducteur, une pompe ou quoi que ce soit, j'en crée plus qu'avec mes doigts et donc je génère un signal. Ce signal-là, ultrasonore, je vais en mesurer l'intensité en décibels. 88 décibels, 70 décibels, je crois qu'il y a quelque chose comme 26 sur mon écran. Je vais en mesurer l'intensité en décibels comme je mesurerai l'intensité en décibels du niveau sonore de cette salle. Pas plus, pas moins. Tout ça, une petite parenthèse quand même, ça peut se faire à une fréquence de mesure bien particulière, qui n'est pas n'importe laquelle, qui fait l'objet de développements particuliers sur nos systèmes avec des caractéristiques qui sont brevetées. Mesurer à ces fréquences-là
une intensité ultrasonore sur une machine tournante en décibels, ça fait l'objet d'un brevet que le système a déposé depuis assez longtemps. La méthode de mesure sur ces fameux paliers, elle est triple. Comme je vous disais, il faut que je sache faire du diagnostic avant de faire du suivi dans le temps. Pour faire du diagnostic, le premier des modules que je vais utiliser, qu'on voit ici sur cette photo-là, c'est notre petit stéthoscope. Lui, dans notre terminologie, dans notre jargon, on l'appelle stéthoscope. C'est-à-dire, c'est le médecin qui vient m'écouter le cœur, les poumons, blablabla. J'ai 15 équipements dans mon usine, comme je vous disais. En faisant de l'in situ, il faut que je sois capable de dire où j'en suis. Si je veux mettre en œuvre ceci de façon correcte, je peux même plugger des pastilles sur les paliers en question pour être certain, des pastilles qui se collent, pour être certain de mesurer au bon endroit. Cet endroit-là et le nombre de points de mesure, ce n'est pas du tout le hasard. Je vais vous parler de formation en début c'est pas compliqué, mais il y a une méthode, une ligne rouge. On ne mesure pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Sur un palier en question, il y a ça dépend de la taille du palier, il y a 1 voire 2 points de mesure. Sur tel autre, il va y en avoir un autre. Je vais le prendre là, je vais le prendre là-bas, voilà. Ça ne sort pas du chapeau, on ne l'invente pas. Première partie, diagnostic in situ, stéthoscope. Deuxième partie, comme je vous disais, tout ce que je détecte, tout ce que je mesure, je vais l'enregistrer sur le matériel et je vais transférer ça sur 2 logiciels dédiés. Je vais commencer par un premier logiciel qui va me permettre de construire une base de données dans laquelle je vais transférer toutes ces données. Mais pour faire du suivi dans le temps, tout ça c'est bien beau, mais il faut que je compare des pommes avec des pommes. Ça veut dire qu'il faut que je réduise au maximum la variabilité de la mesure. Si une fois je mesure en haut, une fois en bas, une fois avec ceci j'appuie très fort, une fois pas du tout, une fois je suis droit, une fois je suis comme ça, j'amène une variabilité à la mesure et donc je vais fausser mon suivi. Le containment, ou je ne sais pas comment on peut dire, la solution à ceci, c'est de transformer ce fameux capteur, cette pointe de touche qu'on peut nommer couramment, en un module magnétique, ça c'est un aimant, qui va venir tout simplement se plugger sur ma fameuse pastille. Et donc, ce faisant, si j'ai correctement déterminé les points de mesure, le nombre de points, je vais avoir une constance dans mes mesures qui va faire que ce palier, tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, alors ça aussi, les périodicités de mesure, ce n'est pas par hasard, je vais venir le mesurer d'une certaine façon à cet endroit, et toujours au même endroit, donc une constance dans la mesure. Troisième des choses, c'est l'équivalent de ce capteur magnétique, avec ici, un capteur que vous voyez là, qui est fixe. Capteur au bout duquel je vais venir visser une pastille qui va être, elle, collée sur mon palier et qui va me permettre, pour les points non accessibles ou pour les équipements caractérisés que je ne peux pas ouvrir, d'avoir un capteur plugué sur mon palier. 2 cas de figure. J'ai 2-3 capteurs comme ça sur mon équipement. Je me permettre de fixer des câbles BNC comme ça et d'arriver, quand je fais mes rondes d'inspection avec mon appareil, de venir connecter mon appareil ici et de prendre ma mesure. Dans le cas où j'ai plusieurs, alors je vais vous le montrer ici. Voilà. Dans le cas où j'ai plusieurs capteurs sur le même équipement, tous ces capteurs-là, comme vous le voyez là, je vais les relier à un boîtier, qui est juste un boîtier sélecteur. Et je peux avoir autant de boîtiers que je veux, alors des boîtiers avec de 8 à 16 entrées, ça dépend du nombre de capteurs. Je peux avoir autant de boîtiers que je veux sur mon équipement ou sur mes équipements, de sorte à ce que quand je fais mes tournées, dès lors que j'arrive sur ces boîtiers, je plug cet appareil portatif au boîtier et je prends mes mesures. La méthode, je reviens un peu en arrière, la méthode elle est là. La première des choses, c'est d'identifier, de nommer les éléments à suivre. Je ne vais pas dans l'usine m'amuser à suivre tous les paliers de l'usine. Ça va devenir compliqué, même si c'est rapide et si c'est facile. L'idée, c'est d'être vraiment optimal sur ce que je veux suivre. La deuxième, c'est de créer une ronde d'inspection vierge dans mon logiciel. C'est-à-dire que je vais me créer une arborescence où je vais nommer tous les points que je veux suivre. Il n'y a aucune limite là, ni dans le logiciel, ni dans le matériel, en termes de nombre de points par ronde. Je peux y en mettre autant que je veux. Ce qu'on préconise quand même, c'est de faire des groupes. Pour plusieurs raisons. Déjà pour la pratique des mesures. Deuxièmement, on ne sait jamais si vous, je sais pas moi, vous crachez une carte SD, vous crachez un PC, il vaut mieux perdre un groupe que la totalité des points mesurés dans l'usine. Une fois que j'ai fait cette ronde, je les exporte vers ce matériel. Et ce matériel,
quand je le manipule un petit peu, il va m'indiquer le nom des points que je vais mesurer. C'est-à-dire que je ne vais pas aller mesurer n'importe quoi, n'importe comment, je vais avoir fait une ronde intelligente, et quand je vais faire ma tournée de collecte, je vais suivre ce que me dit le matériel, ce que me dit l'écran de l'appareil. Quand j'aurai fait cette collecte, je vais venir transférer ces valeurs mesurées dans le logiciel pour donner lieu, élément par élément, à un suivi comme ça. Jusque-là, pour ceux qui font de l'analyse vibratoire, qui est une très belle technologie, jusque-là, je n'ai pas encore regardé, ni enregistré, ni analysé un seul spectre de fréquence. En termes de simplicité, de rapidité et de mise en œuvre et d'exploitation, je pense que ça, c'est une différence, au-delà de la précocité de détection. Je n'ai pas encore fait ceci. Ce que je regarde ici sur l'axe de mes ordonnées, c'est le niveau ultrasonore mesuré par mon appareil qui correspond directement, qui est directement lié au niveau de friction de mes paliers. Et je fais 3 choses. La première, je fais toujours référence à cette formation, hein. La première, on vous apprend à prendre palier par palier la référence de ce palier. Et non pas une référence donnée par un constructeur d'équipement ou de roulement qui a le mérite d'exister, mais qui est vrai et valable sur les bandes de test du constructeur de roulement, quand la machine est neuve chez l'équipementier. Par contre, s'il y en a qui se sont frottés à ça un petit peu, qui souvent même, enfin pas souvent, je ne veux pas dire souvent, mais qui peut être différente, on va dire, sur l'équipement en question. Là, non. Chacun a son nombre de pulsations, a ses battements de cœur. C'est votre référence à l'instant T0, c'est celle qu'on prend. Deuxième chose qu'on paramètre, c'est des niveaux d'alarme. Avec un premier niveau d'alarme orange qu'on appelle le niveau de pré-alarme et un niveau d'alarme rouge qu'on appelle alors pré-défaillance. Pourquoi? J'y reviens. Pourquoi on parle de pré-défaillance? Mince, je ne vais pas dans le bon sens, excusez-moi. Pourquoi on parle de pré-défaillance? Parce qu'on est en début d'acquisition de défaillance. On n'est pas dans notre courbe, le signal ultrasonore en question existe au tout début. Donc même une alarme rouge pour nous, c'est pas non plus, le roulement ne va pas casser demain matin. Après, ça dépend du palier et ça dépend de où j'en suis par rapport à cette alarme. Si je suis à 60 décibels au-dessus, attention quand même. Hein. Mais voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je suis dans le domaine des ultrasons. Quand on parle d'alarme de pré-défaillance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce palier-là, cet équipement tournant-là, à un moment donné, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il a généré un niveau de friction, quelle qu'en soit la cause d'origine, qui est prépondérant, si je peux dire, par rapport au niveau de friction le plus faible que cette famille d'équipements-là a pu générer et qu'on considère irréversible. Ces valeurs-là, ces deltas d'alarme, ne sont pas calculées au hasard du tout. Notre niveau notre alarme orange, qu'on appelle alarme de graissage, si je démonte mon palier, je peux faire du microscope, je peux faire tout ce que je veux dans mon roulement, je ne veux rien voir de visuel, je ne veux rien voir de physique, de visuel sur mon palier. Et c'est pour ça qu'on considère que juste le fait de le graisser pour les paliers qu'on graisse va faire revenir son niveau de friction à son niveau optimal, en tout cas dans la plage optimale. À partir de l'alarme rouge, si je démontais, alors j'ai enlevé avant, dans ma précédente présentation, j'avais plus de détails là-dessus, mais ça devient long. À partir de l'alarme rouge, si je démontais mon palier, qu'est-ce que je verrais? Je verrais des défauts microscopiques. Ça ne veut pas dire que le palier, une fois de plus, il va casser demain matin. Mais ça veut dire que si j'ai un défaut microscopique mécanique sur la matière, je peux graisser tant que je veux, je peux le faire tourner tant que je veux, c'est irréversible. Ça ne veut pas dire qu'il va évoluer si les choses restent telles quelles, si je le suis correctement, il peut encore durer longtemps, mais un roulement mâché, que ce soit une bague, une bille, ce que je veux, s'il est mâché, il est mâché. D'accord? Et la chance que j'ai, c'est de le détecter tôt. Ça, c'est pour le type de suivi que l'on met en place. Dernier point qui est important, c'est la périodicité de mesure. Est-ce que je mesure tous les jours, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les 3 ans? Ça aussi, ça ne sort pas du chapeau du formateur ou du technicien qui est sur place. Il y a une méthode pour le mettre en place. Ça va dépendre d'abord de la criticité de l'équipement, bien sûr, chose que l'industriel connaît. Ça va dépendre des niveaux en décibels mesurés. Et ça va dépendre de la signature sonore, puisque je reviens à ce que je disais, avant de mettre ça en place, on apprend l'utilisateur à faire un diagnostic in situ. Et le diagnostic in situ, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est la valeur mesurée, certes, mais c'est surtout ce qu'il entend dans le casque. Est-ce que j'entends un bruit de rotation et de friction fluide et continue,
Ou est-ce que j'entends du gravier qui est en train de se... des billes qui sont en train de se battre dans le palier, pour faire simple. D'accord? Donc, périodicité de mesure. La partie point inaccessible, donc capteur fixe, je vous l'ai présenté. À quoi ça ressemble concrètement sur un équipement, par exemple sur un moteur? Donc, j'arrive avec un appareil comme ça, je plug mon palier, et dans mon casque d'écoute, alors, désolé pour le contre-jour qu'on voit un petit peu quand même. Je peux prendre des photos, je peux faire beaucoup de choses pour alimenter ma base de données. Voilà, j'enregistre ma valeur. La fameuse signature sonore, je l'entends, je peux aussi l'enregistrer et la mettre en référence. De sorte à ce que si plus tard, j'ai une évolution et notamment un point d'alarme, je vais venir comparer mon point d'alarme à ce que j'avais aujourd'hui en termes de signature sonore. La même chose avec ce module. C'est vraiment exactement la même chose. Toujours pareil, photo. Là, vous entendez quelque chose de stable, de flat, de continu. Je vais vous faire écouter tout à l'heure des paliers qui sont déjà un petit peu endommagés. Juste par un manque de graisse. C'est pas non plus des... Le palier ne va pas casser le même matin, mais il y a une différence audible. Audible et... que je vois ici donc sur l'écran de mon appareil. Quand on entend un son, on entend deux choses. Son amplitude, son volume et son timbre. Dans la vie de tous les jours. C'est exactement ce qu'on fait là. Pas plus, pas moins. On reste sur des choses simples, factuelles, basiques et très, comment dire ça, très facilement exploitables et analysables. Là, pour l'instant, alors on peut faire plus que ça. On a un deuxième logiciel, oui, qui fait de l'analyse de spectre, tout ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire du diagnostic in situ et d'avoir des analyses rapides et simples et justes. Donc, je vous parlais de graissage. Imaginons qu'en faisant mon suivi comme ça, à un moment donné, j'arrive à avoir, comme vous le voyez là, un point en alarme de graissage. Que nous, en tout cas, on a qualifié de graissage. Maintenant, on n'y est pas dedans. Comment on va valider que l'élévation en décibels, donc en niveau de friction de ce palier-là, est juste due à un manque de graisse? La stratégie, c'est la suivante. C'est que j'ai fait mes fameux relevés manuels comme ça, et sur mes 3000 points dans mon usine, on va dire que je me suis retrouvé avec, je sais pas moi, 200 points en alarme jaune. 3000 moins 200, ça fait 2800, on va dire 2700 points qui ne sont pas en alarme, et 100 points qui sont en alarme rouge. Juste pour fixer les idées un peu, pour donner un exemple. Pour ces points-là, ce qu'on considère en ayant ce type de suivi, c'est qu'on a deux informations. C'est que, oui, ils ont besoin d'être graissés. La deuxième information qu'on a, c'est quand. Par rapport à une stratégie de graissage qui existe aujourd'hui dans l'industrie où on ne fait, qui a le mérite d'exister une fois de plus en termes de période de graissage fixe, mais où on ne fait aucune mesure physique sur le palier pour savoir si réellement il a besoin d'être graissé ou pas, j'ai deux informations cruciales là. C'est oui, il a besoin d'être graissé. Pourquoi? Parce qu'il est en alarme. Et quand? À cette date-là. Ça, déjà là, on a deux informations cruciales. La troisième information qui me manque, c'est quelle quantité de graisse je dois administrer à ce palier pour le faire revenir dans son niveau de friction, dans son niveau de rotation, de friction, de ultrasonore optimal. Est-ce que je donne un coup de pompe, deux coups de pompe, qu'elle soit manuelle, qu'elle soit pneumatique, qu'elle soit électrique, peu importe, mais quelle quantité de graisse je lui donne pour le faire revenir à son niveau de friction optimal. Donc la méthode, c'est quand j'ai mis en place tous ces suivis-là, je ne vais m'attaquer en termes de graissage qu'à ces points-là. Je vais extraire de cette base de données uniquement les points qui sont en alarme jaune. Je vais extraire une sous-ronde, et pour vous compléter la méthode, sous-ronde que je vais transférer vers un petit appareil comme ça, et je vais dire au gars qui est en charge du graissage, monsieur le graisseur, aujourd'hui, au lieu d'aller graisser tous les 3000 roulements de ton usine, tu ne vas aller graisser que, j'ai dit combien? 200. J'avais dit qu'il y en avait 200 sur 3000. Tu ne vas aller graisser que les 200 qui sont en alarme.
Je vais te transférer dans la carte SD de ce petit appareil-là les points qui sont en alarme jaune que j'ai extraits en termes de sous-ronde de mes suivis. Et ces paliers-là, tu vas les écouter pendant que tu les graisses. Si la graisse fait son effet, tu vas passer de niveau de friction élevé, je ne me souviens plus des valeurs, à un niveau de friction qui va diminuer. Et en plus, si tu l'écoutes pendant que tu le graisses et que le palier est en rotation, tu vas l'écouter diminuer ce niveau de friction. Il va arriver un moment où tu peux continuer à graisser tant que tu veux. Le niveau bas de friction, le niveau optimal de friction de ton palier va être atteint et tu vas pas, ça va arrêter de diminuer. Je peux peut-être donner un coup ou deux de plus, histoire de rassurer mon esprit, ma conscience, mais j'arrête. Concrètement, qu'est-ce que ça dit quand j'écoute des paliers? Si j'ai un palier bon, que j'ai qualifié de bon, je vais écouter quelque chose comme ça. Un bruit flat et continu. J'ai aucune aspérité là-dedans. Pendant que le palier se met en rotation, j'ai une friction permanente, régulière, continue. Un jour, je suis en alarme et j'arrive sur mon palier mauvais, que j'ai qualifié de mauvais. Et par comparaison, ce palier-là, je ne sais pas si vous entendez comme il faut, hein, il y a ce fameux bruit flat et continu de fond, mais j'ai quelques aspérités. Et je sais par mon suivi, alors c'est simple, hein, c'est le but de la présentation, hein, c'est pas d'aller dans des choses trop... Je sais par mon niveau d'alarme que j'ai qualifié cette alarme, ce palier-là de palier agressé puisqu'on va dire qu'il est en alarme orange. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'écouter pendant que je le graisse. Et à l'oreille, il gratte toujours. 2-3 coups de pompe à graisse, il baisse. Il continue à tourner et il reste bas. Ça, c'est ce que j'écoute dans le casque sur cet appareil. Et la valeur en décibels que je mesure sur cet appareil est complètement corrélée à ce que j'ai eu avec celui-ci quand j'ai fait mes rondes. Et je suis donc passé d'un palier qui était en alarme ici, je ne sais pas, à aller 41 décibels par exemple, à un palier qui revient dans sa zone de vie optimale, on va dire aller 34 décibels pour une référence à 32. Ça, c'est le cas où j'ai identifié ici, où la cause origine de cette élévation de niveau de friction, donc de cette élévation de niveau ultrasonore, était juste un manque de graisse. J'ai identifié ce palier-là au bon moment et je l'ai graissé avec la quantité de graisse qui lui était nécessaire pour revenir à son niveau de friction optimal. Je suis dans le domaine proactif. Plus j'interviens tôt, plus je capte ces fameux paliers-là. Hein, si on revient sur notre PF curve, point to failure curve, comme disent les Anglais ou les Américains ici, au plus j'interviens ici, au plus je suis loin de ça, au plus j'évite ça. Et au plus j'évite des arrêts de production. D'accord? Maintenant, imaginons que j'applique le même sort à mon point qui est en zone rouge là-bas, qui, dans mon cas, toujours pareil, je suis dans le domaine des ultrasons qui est en zone de prédéfaillance, mais qui pour moi est quand même en rouge, et qui, si je le démontais, je peux le graisser tant que je veux, je verrai, comme je vous disais, des défauts microscopiques. Qu'est-ce que ça donne dans les oreilles du graisseur? Qu'est-ce que ça donne dans les oreilles du graisseur? Après 5 minutes, c'est-à-dire quand la graisse a fait son effet, je reviens à mon palier défaillant. Et là, ce que je sais, c'est que ce palier-là, il a shifté. J'ai un delta de niveau ultrasonore et de niveau de friction par rapport à ma référence qui dépasse un certain seuil. Je peux le graisser tant que je veux. Ça ne veut pas dire qu'il va casser demain matin. Il peut vivre 2 ans comme ça. Mais je sais qu'il sort des clous, il sort du cadre. Il sort de ce mode de fonctionnement normal. Quel sort je lui réserve à celui-ci? Il y a 2 approches. La première, c'est de dire que si là, j'ai mis en place des périodes de mesure et d'acquisition de données de, je ne sais pas moi, tous les mois par exemple, ça va dépendre de la criticité de la machine, ça va dépendre des valeurs que je vais avoir ici, ça va dépendre de beaucoup de choses, je ne rentre pas plus dans les détails là, je n'ai pas le temps. Mais on va dire que si j'avais mis en place une mesure tous les mois, en fonction de tous ces éléments-là, la première des choses que je vais faire, avant de dire je vais changer le palier, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais rapprocher ces périodes de mesure et je vais voir
comment ce point-là, il évolue. Est-ce qu'il reste dans ma zone rouge, flat, stable, autour de la valeur, par exemple, de 50 décibels, si j'arrive à lire, ou est-ce qu'il commence à s'envoler? Et s'envoler, il y a deux façons de le faire. Est-ce qu'il le fait rapidement ou combien de temps y met-il? D'accord? Donc là aussi, il y a une méthodologie, une stratégie. À chaque cause produit certains effets et j'adapte la façon dont je traite chacun de ces cas en fonction du cas en question. Là, pour revenir à mon... Est-ce que je suis dans les temps, Olivier? Super. Pour revenir à notre petit schéma ici de famille de maintenance, quand je fais ça, je fais du conditionnel. C'est-à-dire que moi, manuellement, je vais faire une intervention en fonction de l'état de mon équipement, de mon palier, quand j'atteins un seuil d'alarme. Typiquement, les seuils qu'on a mis en place. Si maintenant, je veux suivre tout ça dans le temps et regarder l'évolution de ceci, je vais décliner cette méthodologie par de la surveillance permanente, avec deux solutions. Je vous disais en début de présentation, il y a en fin de présentation les solutions IOSystem. La première, vous avez déjà sur vos installations des systèmes d'acquisition de données, des PLC, beaucoup de choses pour faire de l'acquisition de données, qui ne demandent qu'à recevoir des signaux de capteurs, qu'ils soient d'analyse vibratoire, qu'ils soient de température, de pression ou ultrasonore. On fabrique, on conçoit, on développe des capteurs comme ça, qui ont des sorties standard 420 milli ici, en courant ou en tension, qui sont des sorties exploitables par à peu près tout type d'installation. Et je mets en place le même système, avec notre aide quand même, là, on n'est pas que fabricant de capteurs là, hein, c'est-à-dire que oui, on fabrique le capteur, on vous en donne les caractéristiques, mais après il y a l'implémentation derrière, hein, c'est-à-dire que tout ça c'est un métier de mettre en place des capteurs quand même, et pour la partie ultrason c'est le nôtre. Donc tout ceci, je sais mettre des capteurs qui viennent alimenter en data, en données, mes systèmes. Et après pour l'analyse, parce qu'il y a le capteur, il y a recevoir l'information et après il y a l'analyse. Soit vous avez le client a déjà de quoi analyser, soit il y a un logiciel qui arrive derrière, comme je vous l'ai montré. Ça c'est le cas du capteur seul. Si je souhaite un système complet, eh bien on développe et on conçoit le système complet qui part du capteur qui est, où est-ce qu'il est? Celui-ci, le même capteur que pour mes équipements portatifs, qui se plug, ces fameux capteurs, sur un système qu'on appelle forecast, pour prévoir en anglais, qui va faire tout ce que je vous ai présenté là, mais de façon autonome et automatique. Et ça donne un schéma synoptique de ce type-là. C'est-à-dire que j'ai mes fameux paliers, mes fameux capteurs sur les différents paliers que je veux suivre, que je connecte de façon filaire. De façon filaire avec des câbles coaxiaux comme ça. Pour le moment, uniquement filaire. On est en train de travailler ici sur des capteurs Wi-Fi, on va dire. Ça comme ça, mais c'est compliqué de mettre du Wi-Fi dans l'industrie. Et ce boîtier-là, lui par contre, soit via une connexion Ethernet, soit lui par contre par du Wi-Fi, par un émetteur et un récepteur Wi-Fi, je vais le piloter avec le même logiciel qui m'a permis de faire l'acquisition des données et le traitement des données avec mon matériel manuel, et je vais lui dire la même chose que ce que je faisais de façon manuelle. Pour ce palier-là, tu as une référence à cette valeur, tu as un niveau de préalarme à cette valeur, tu as un niveau d'alarme à cette valeur, et tu me fais une acquisition je le détermine. Je pilote mon fameux boîtier avec le logiciel. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça s'est mis en place, le but de l'affaire, c'est de voir tout ça dériver et d'être alerté, soit quand je suis en alarme, soit quand je dérive, et de connaître la cause d'origine, d'être informé sur les causes d'origine de cette dérive pour pouvoir les analyser, les exploiter. 3 façons d'être alerté. Un tableau de bord sur le logiciel, sur la page d'écran du logiciel en question, qui sur les, je sais pas moi, 600 capteurs, 600 paliers instrumentés me dit, ben, sur ces 600 capteurs, tu en as 20 qui sont en alarme. Sur les 20 qui sont en alarme, tu en as 10 qui sont en alarme jaune, 10 qui sont en alarme rouge. Ça, c'est la première façon visuelle, qui est simple, mais qui est très utilisée, qu'il ne faut pas minimiser. Deuxième façon, c'est un mail. Je peux paramétrer dans ce logiciel autant d'adresses mail que je veux. Il m'envoie un mail avec les messages que je veux et les enregistrements que je veux quand il atteint un niveau d'alarme.
Et troisième façon, c'est un SMS sur autant de numéros de portable que je veux. Avec une approche double, le paramétrage d'une alarme, quand j'atteins le paramétrage d'une alerte reçue, visuelle par SMS ou par mail, quand j'atteins un niveau d'alarme ou quand j'ai une dérive qui se met en place. Le but de cette affaire, c'est d'anticiper au plus possible. Et ce que fait enfin ce système de façon automatique, c'est que comme je vous disais, quand on entend un son, on entend deux choses. Son amplitude, son volume qui est retranscrit ici, et son timbre. Donc qu'est-ce qu'il fait également? Il vient enregistrer le niveau, la forme d'onde et le niveau ultrasonore qui a généré mes fameuses alarmes pour donner lieu sur un autre logiciel à des formes d'onde ou spectres comme ça. Là, on est dans le cas vraiment de la maintenance 4.0, comme ça se dit, ou prévisionnelle ou prédictive, peu importe comment on l'appelle. L'idée, c'est vraiment d'anticiper. Alors de prédire, j'aime pas trop ce terme quand même, parce que on peut mettre tout ce qu'on veut en place, on peut prévoir des choses, on peut organiser des choses. Par contre, savoir quel temps il va faire demain, je peux en avoir une idée, mais voilà, je ne peux pas savoir si demain il y a le toit de l'usine qui s'écroule et qu'il me casse 4 paliers sur mon installation. C'est pas parce que je vais avoir mis ça en place que je vais les détecter. Par contre, voir ces dérives de façon raisonnable, cibler mes actions sur les points qui le méritent, concentrer mes efforts sur les points qui les méritent, plutôt que de passer du temps à agresser tous les 5 roulements de l'installation et laisser vivre malheureusement des points comme ça pour lesquels je suis aveugle, c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça le nerf de la guerre. Et je vais terminer en vous donnant la philosophie de notre approche, je dirais, c'est que chez EU System, nous pensons qu'un programme d'inspection ultrason efficace se compose du bon instrument adapté aux bons besoins. Je vais vous parler de détection de fuites, détection de défauts électriques. Si j'ai uniquement quelques fuites d'air comprimé à détecter, je ne vais pas mettre en œuvre toute cette armada. Avec un petit appareil comme ça, ça peut suffire. La bonne formation adaptée aux bonnes équipes. Une fois de plus, des formations sur site. Une formation qui n'est pas appliquée est une information. Le but de cette affaire, c'est simple, mais il faut que les utilisateurs se mettent le casque sur les oreilles et l'appareil au bout des doigts. Si tout ça, on fait que prêcher dans une salle comme ça, c'est joli, mais ça apporte pas grand-chose. Et enfin, le bon accompagnement, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça, je l'ai mis en place, il faut suivre les équipes. Il faut les aider, Alors ça, c'est assez récent. Ça fait une paire d'années qu'on a commencé à mettre ça en place en France. Et là, on a vraiment, et au Canada, là, on a vraiment une utilisation optimale et du matériel et surtout des résultats. Parce que l'industriel utilise ce matériel, une caméra infrarouge, un système d'analyse vibratoire, peu importe la boîte noire en question, son but, c'est d'éviter les fameux arrêts et d'être prévenu au plus tôt qu'il est en train de se passer quelque chose. Je pense être dans les temps. Je sais qu'Olivier avait une ou deux questions, peut-être que vous en avez aussi, je ne sais pas. Merci beaucoup Daniel pour cette présentation et cette brique concrète de l'industrie 4.0, de la maintenance 4.0. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai déjà endormi? Non? Sur le type d'entreprise visée par ces technologies? Il ne faut pas... si je vous le dis à la toulousaine, vous l'avez compris, je ne suis pas d'ici, à mon accent, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas mettre en place 4 ou 500 capteurs comme ça, instrumentés 4 ou 500 paliers avec des boîtiers, avec un système autonome et automatique et complètement pour faire de la surveillance permanente sur une installation qui je ne sais pas, il faut qu'il y ait des enjeux derrière. Donc pour la partie maintenance 4.0 et les systèmes permanents, c'est toutes les grosses industries, qu'elles soient automobiles, aéronautiques, agroalimentaires, industrie de l'armement également, énergie. Quand une turbine s'arrête et que voilà, il faut qu'il y ait des enjeux derrière. Ça, c'est pour la partie vraiment un système autonome. Pour la partie maintenance conditionnelle, c'est-à-dire prise de mesure manuelle, avec différents types d'appareils, je ne vais pas dire que le garagiste qui fait des contrôles techniques dans son garage peut utiliser ça, mais pas loin. Dès lors que j'ai un équipement de production et que je veux prévenir plutôt que guérir, que je vais éviter ces fameux arrêts de façon manuelle, avec un investissement moindre, et surtout, et en plus avec le même appareil qui me permet de traiter plusieurs applications, oui, je peux faire. Vraiment, le spectre est large. Comment? Une ordre d'idée du coût. Les coûts. Ça va pour le matériel manuel, ça va donc portatif, ça va de 1 500 €
à quelque chose comme 15 000 euros quand même, pour quelque chose comme ça, avec un range. Il y a alors là j'en ai présenté quelques-uns, entre 1500 et 15 000, j'ai du matériel à 3 000 euros, j'ai du matériel à 5 000 euros, j'ai du matériel à 10 000 euros et j'ai du matériel à 15 000 euros. Dans tout ça, que j'ai une petite installation industrielle où j'ai uniquement quelques fuites à détecter et quelques roulements à écouter, où je n'ai pas besoin de la grosse, du gros matériel, je trouve mon bonheur. La partie maintenance 4.0 avec des capteurs fixes et des boîtiers comme ça, un système de boîtiers complètement instrumenté avec le logiciel et 4 capteurs comme ça coûte, alors le prix unitaire pour 4 capteurs, c'est autour de 5 000 euros. Après, dernièrement, on travaillait sur un projet et on a discuté là, où on est en train d'implémenter quelque chose comme 600 capteurs comme ça dans une installation industrielle. Le prix pour 600 capteurs n'est pas le même que quand j'achète 4 capteurs. Et pareil pour les boîtiers. Justement, tu as quelques exemples de cas concrets? Oui, surtout pour ça, ce qui est vraiment dans l'air du temps et les gros projets sur lesquels on travaille maintenant, ils sont proportionnellement liés au coût d'arrêt de production de l'heure, voire de la minute. Dans l'industrie automobile notamment, quand on vous parle du coût d'arrêt de la minute de production, même si c'est du matériel qui a un coût, hein, on est tout à fait conscient de ça, ramené au coût d'arrêt, je ne vais pas dire que le coût est dérisoire, mais il est vraiment inférieur. Et typiquement, les gros projets sur lesquels on est là, alors je ne vais pas donner de nom de constructeurs parce qu'il y a des considérations de confidentialité, on va dire, et de noms à ne pas diffuser, mais les gros faiseurs, les grosses industries intéressées par ceci, c'est l'aéronautique et l'automobile. Quand on vous parle du coût d'arrêt d'une chaîne de production de voitures, ça coûte cher. Alors, ça c'est, j'ai pas fini parce que ça c'est une chose, et le meilleur des retours qu'on puisse avoir, c'est pas qu'on souhaite, j'anticipe peut-être sur une de tes questions, mais dernièrement, en fin d'année dernière, pour un autre type d'industrie que j'oubliais là, qui n'est pas ni aéronautique ni automobile, qui concerne la logistique, des grosses chaînes de logistique, je n'ai rien dit. Dès lors que pareil on arrête, vous avez toute une chaîne de clients qui n'est pas servie. Le meilleur des salaires qu'on puisse avoir, c'est pas qu'on souhaite qu'il y ait des installations défaillantes chez nos clients, mais quand vous avez un client qui vous revient par mail en vous disant « Grâce à votre système, j'ai anticipé une dérive, j'ai analysé selon la méthode que vous m'avez donnée, qui vous envoie les caractéristiques enregistrées par mail, parce que tout ça, tous ces éléments-là, ils peuvent se transmettre par mail, et qui vous dit, en 1 heure de temps, j'ai changé un moteur, j'ai changé un palier qui m'a évité d'arrêter tout un système de convoyage et donc une chaîne de production. Ça, c'est voilà. Typiquement, ça, c'est le dernier cas que j'ai en tête pour la partie francophone duquel je me suis occupé. Et c'est quelque part un bon retour, parce que ça veut dire qu'on a fait notre travail sur la partie instrumentation, on a instrumenté ce qu'il faut, le client a compris ce qu'il peut en faire, et en plus il anticipe une défaillance à un moment crucial de sa production. Donc voilà pour les exemples que je peux partager sur la partie mécanique. Pour le système fuite, vide, enceinte, tout ça, avec des pompes, Roots et compagnie, oui. C'est assez complexe. Oui. On a l'utilisation de l'hélium. Oui. Mais est-ce que vous avez un appareil qui s'adapte, qui est peut-être plus facile à utiliser que l'hélium qu'on met partout, un peu sur toute la chaîne en fait? Merci. Parce que c'est vraiment pour la partie fuite. Si je reviens à la partie fuite, ici. Ça là, les fuites de vide, c'est les fuites les plus difficiles à détecter et à localiser. Ce qui se passe quand vous avez du vide dans l'industrie, ce que sait le technicien, le responsable maintenance, c'est qu'il a une fuite. Il casse le vide, comme il dit. Mais où est cette fuite et comment aller la chercher, c'est là où l'affaire commence. Donc on n'est pas magicien. Par contre, il est là. Et je suis un cordonnier mal chaussé. On a développé, pourquoi? Parce que j'ai l'avant-dernier modèle et qu'il y a un dernier modèle qui est encore plus performant, qu'il va falloir que je prenne dans mon matériel de démonstration. Les fuites de vide génèrent des ultrasons comme toute fuite.
mais en termes de puissance ultrasonore, de niveau de turbulence, bien moindre qu'une fuite d'un système sous pression. Donc déjà, il faut être assez sensible pour pouvoir la détecter, pour pouvoir la localiser et pour ne pas être perturbé par tout l'environnement sonore ou ultrasonore qu'il y a autour. 3 choses. La première, c'est le module. C'est-à-dire qu'à ce type de fuite s'adapte fuite particulière, module particulier, qui, pour faire simple, de près va doubler la sensibilité de détection du matériel. Et pour vous donner un ordre d'idée, si là, avec mes doigts, j'ai fait une turbulence ultrasonore de 26 décibels, lui, il vous ramène, pour les fuites de vide, un signal dans le casque pour une valeur qui ne fait même pas 1 décibel. Et 1 décibel, ça ne fait pas beaucoup. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit. Parce que si je suis capable de détecter 1 décibel, de le localiser, mais que les bruits de fond autour m'en font 15 décibels, ça me fait une belle jambe de détecter mon décibel de ma fuite de vide. Elle est complètement noyée là-dedans et je n'arrive pas à l'identifier. Donc, deuxième caractéristique, qui est sur... Alors, on ne parle pas de matériel d'entrée de gamme quand même pour détecter des fuites de vide, mais à partir du milieu de gamme, on va régler la fréquence de détection du matériel. Quand on règle cette fréquence, le matériel se fixe sur la fréquence que je lui ai donnée, qui correspond à la fréquence de ces fameuses fuites de vide, qui a une fréquence bien particulière, d'une part, et d'autre part, il va filtrer les autres. Donc ça veut dire que je cherche à entendre quelque chose, uniquement ça, à cette fréquence-là. Si quelque chose existe, ça sera à cette fréquence-là. Donc tout ça, c'est lié au matériel. La troisième des choses, c'est la méthode. C'est-à-dire que je ne cherche pas des fuites de vide comme je cherche des fuites d'air comprimé dans un garage. D'accord? Ça, c'est pour la partie ultrason. Pour comparer à l'hélium, l'hélium, c'est une super technologie. Je mets sous pression d'hélium un système et je capte à l'extérieur, est-ce que je retrouve la masse atomique de ces fameuses molécules d'hélium ou pas? 2 écueils. Le premier, c'est que je ne suis pas dans les conditions de dépression, de vide de mon équipement au moment où je fais le test. Et vous pouvez avoir, et j'ai vu ça, et on a été challengé là-dessus, par des industriels qui avaient des fuites de vide, qui utilisaient l'hélium et qui disaient, mais attendez, je ne trouve aucune fuite à l'hélium, quand je mets sous vide, il y a encore des fuites. Et oui, mais quand vous mettez sous vide, vous mettez dans un certain contexte qui n'est pas le même de votre pressurisation d'hélium, premièrement. Deuxièmement, quand je pollue mon atmosphère d'hélium, mon détecteur, il trouve de l'hélium partout et il ne trouve plus rien en fait. Parce que le but de l'affaire, c'est de trouver cette fuite d'hélium, cette molécule d'hélium, mais de la localiser. Donc, on n'est pas magicien. Par contre, ce qu'on dit, c'est que... Alors, ça, c'est les 2 premières choses. La troisième chose, c'est le coût. C'est que le coût du matériel ultrason, c'est quand même pas le même coût. Parce qu'un détecteur de fuite à hélium digne de ce nom, si vous en avez, vous devez savoir combien ça coûte. C'est pas donné. C'est pas donné à mettre en œuvre. C'est toute une histoire. Donc, on n'est pas dans le même ordre d'idée. Et ce qu'on dit pour les... Bon, vous avez déjà des détecteurs à hélium, c'est une chose. Mais on a... si vous avez des fuites de vide à détecter, dans l'ordre des choses, en termes de coût et en termes de technologie, je pense qu'il est raisonnable de regarder si cette fuite génère une turbulence qui génère de l'ultrason. Si elle n'en génère pas, vous pouvez essayer à l'hélium. Aujourd'hui, de mémoire, alors ça dépend des industries, mais il y a l'industrie pharmaceutique et des industries de la microélectronique, avec lesquelles on a travaillé là-dessus, ça ne veut pas dire qu'ils ne trouvaient aucune fuite à l'hélium, mais qui avaient des problèmes pour trouver ces fameuses fuites, et qui ont complété, alors pas avec ce matériel, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi sophistiqué, mais par contre avec ce même module, et notamment le dernier, qui ont complété leur problématique de localisation de fuite hélium avec ça. Les deux se complètent, il n'y a pas une techno. Il y a des choses que vous entendrez avec ça que vous ne capterez pas à l'hélium, il y a des choses que vous trouverez à l'hélium que vous ne capterez pas avec ça. Très bien. Peut-être une dernière question. Oui. Par rapport aux contenants fermés et l'étanchéité, est-ce qu'on est sur des contenants durs ou des contenants souples? Est-ce que tous les contenants peuvent être analysés? Oui, parce que dans le cas de cette application-là, contenant fermé étanchéité, on va prendre le problème à l'envers. Dans le cas d'une fuite sous pression d'un gaz, quel que soit le gaz, ou d'un système en dépression de vide, c'est l'évacuation de ma molécule en question dans le cas d'une fuite en pression et l'aspiration de molécules d'air dans le cas de fuite de vide qui va générer ma turbulence, qui va générer une ultrason que je vais détecter. Dans le cas d'un contenant fermé, cette valise par exemple, si je la ferme, je ne vais pas mettre cette valise en pression ou en dépression, que ce soit un contenant dur ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le problème à l'envers.
Dans chacun de nos kits, il y a un générateur à ultrasons comme ça standard, et il en existe 2 autres modèles, avec lesquels on va inonder d'ultrasons à une fréquence particulière, avec une signature sonore particulière, le contenant. Soit depuis l'intérieur, si je peux utiliser ceci, si je peux mettre ce type de générateur à l'intérieur, soit depuis l'extérieur, parce qu'on a aussi des générateurs extérieurs qui envoient de l'ultrason à l'intérieur. Le but de la manœuvre, c'est d'inonder d'ultrasons ce contenant. Les ultrasons ont 3 caractéristiques. La première, ils sont très directionnels. La deuxième, quand ils rencontrent un deuxième milieu, ils ne traversent pas ces milieux, ils sont réfléchis, absorbés par le milieu. Ça veut dire que si j'inonde d'ultrasons le type de contenant auquel vous pensez, qu'il soit dur ou souple, et qu'il n'y a pas de fuite, je peux venir avec ce type de module et d'appareil checker tant que je veux à l'extérieur. S'il n'y a pas de fuite, je ne vais pas me retrouver le signal de ce générateur. Pourquoi? Parce que les ultrasons ne traversent pas les milieux, qui sont dans une enceinte bien précise, et que moi je suis dans un autre milieu séparé par cette fameuse paroi. Si maintenant il y a une fuite, oui, les ultrasons vont passer et je vais les détecter. Et comme ils sont directionnels et que je calque ma méthode de détection à cette caractéristique technique de directionnalité, donc, en plus de les détecter, je vais les localiser. Et je vais me retrouver à l'endroit de la fuite le signal de ce générateur. Que je l'ai généré ce signal par le générateur simple comme ça, par un générateur multidirectionnel avec 5 sources, Ça, typiquement, pour vous donner un exemple, c'est utilisé pour checker l'étanchéité des cabines d'avion. Alors, le volume est grand, donc ce n'est pas ce générateur-là, mais le principe est le même. Les sources sont les mêmes, à part qu'il y en a plusieurs. C'est aussi utilisé chez des fabricants de poids lourds, automobiles, aéronautiques, pour checker l'étanchéité de poches sous vide quand il s'agit de mettre des composites dans des étuves. C'est bien. J'ai terminé, c'est ça? Une autre question. Je réponds à la question? Donc, bonjour. Super. Bonjour. Aujourd'hui, je pratique donc de la thermographie infrarouge et je voulais savoir concernant l'ultrason s'il y avait aussi des formations certifiantes ou si le client pouvait nous demander d'avoir des formations certifiantes pour ce type de contrôle. Alors, j'ai enlevé le slide parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je ne voulais pas être trop long. Depuis 1996, 15 ou 16, je ne sais plus, on propose 2 types de formations. Formation d'implémentation sur site, comme je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire, monsieur le client, il a telle installation, on vient le former avec son appareil pour ses applications sur son installation. Mais en parallèle de ça, aux États-Unis via le SNT et en Europe via l'ISO, on a mis en place des fameuses formations certifiantes de tests non destructifs ultrasons pour toutes ces applications, selon le niveau 1, 2 ou 3. Alors maintenant, la terminologie a changé, ils ont remplacé le terme niveau par catégorie, mais c'est la même chose, le programme n'a pas changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces programmes de formation qui durent 4 jours et demi suivent le référentiel SNT américain et ISO européen pour chacune de ces applications-là, où selon le premier niveau de simple diagnostic, le deuxième niveau d'analyse un peu plus poussée et de capacité à générer des procédures qui sortent du cadre, et le troisième niveau, il n'y a que 2 personnes chez nous, 2 docteurs en physique qui sont ultrasons, donc ça j'en parle pas, sont capables, pour chacune de ces applications, on n'a pas par contre le droit de changer le programme, hein, tout ça, ça correspond à une norme ISO, sont capables de faire les inspections et les analyses de premier niveau, de deuxième niveau pour toutes ces applis. Donc la réponse est oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Et on délivre, j'ai enlevé le slide, c'est dommage. On est organisme de formation aussi et on délivre ces fameuses certifications. Très bien. Merci beaucoup Daniel. On a Merci à vous au niveau du temps, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander directement à Daniel à la sortie. J'ai fait passer un petit tableau où vous pouvez mettre votre mail si vous voulez recevoir ça. Il y a mes coordonnées là, n'hésitez pas. Merci. Et on va accueillir le dernier intervenant qui va démarrer dans quelques minutes.